Vous êtes toujours en direct sur France 24 et chaque soir on vous propose un éclairage sur un sujet qui a marqué l'actualité. C'est le focus du jour et ce soir on parle de la crise économique qui est à peu près partout sur la planète. Mais elle n'épargne pas la Russie, loin de là. Le chômage augmente et devrait atteindre 12% cette année. Les usines licencient et la production se réduit comme peau de chagrin. On va le voir dans le reportage de Romain Gauguelin dans un instant. Et on va en parler avec vous, Antoine Colonna. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef d'intelligence et stratégie. Vous êtes spécialiste de l'économie russe. Toute première question pour commencer. Il semblerait qu'il y ait un petit soubresaut de l'économie russe. Oui. C'est pas aussi catastrophique ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a un vrai espoir? Est-ce qu'on peut y croire? Il y a un véritable espoir et beaucoup d'économistes maintenant s'accordent à dire qu'on aura une croissance à 1,5% dès 2010. C'est dû à l'état de désendettement de la Russie notamment. Mais on va y revenir, je pense. On va y revenir. Donc un petit soubresaut ces dernières semaines. Okay. Alors on va regarder ce reportage de Romain Gauguelin. Reportage tourné dans une petite ville à l'est de Moscou. C'était le centre de l'industrie verrière du pays. Après les années 90 et le crash de 98, eh bien la crise financière mondiale a été le coup de grâce pour les usines de cette petite ville. Voyez ce reportage. L'usine de cristal tourne au ralenti. Il ne reste que quelques centaines des 6000 employés qui y travaillaient il y a encore une quinzaine d'années. Valéry Danilov y a travaillé toute sa vie d'adulte. Il est passé au travers des licenciements des années 90. Il a échappé au krach de 1998. Mais pour l'usine, la crise financière mondiale a été le coup de grâce. Ils ont licencié, certains ont été virés, d'autres sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils n'étaient plus payés. Après 25 ans de travail, Valéry Danilov touchait à peine 220 € par mois. Aujourd'hui, l'usine n'a même pas de quoi payer ses indemnités de chômage. Le pays est en crise. Il y a bien d'autres usines, mais là aussi, il y a des licenciements. Je crois que c'est la crise partout. La ville était le centre de l'industrie verrière de la Russie, mais aujourd'hui toutes les usines sont à genoux, les bâtiments sont en ruine et personne n'a les moyens d'investir dans de nouvelles technologies. Et pourtant, le seul espoir de survie serait de moderniser une infrastructure héritée du siècle dernier. Les gens sont prêts à signer des commandes. Ils sont prêts à récupérer notre production. Mais ils n'ont pas de quoi payer. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens travaillent, on doit les payer. On doit acheter les matières premières. C'est un cercle vicieux. Pas la peine de vous faire un dessin. Dans cette usine, comme ailleurs, moins d'un dixième des fours sont en marche. Les autres attendent des jours meilleurs. Quant au salaire des ouvriers, là non plus, il dépasse rarement les 300 €. À peine de quoi acheter le strict minimum. Valéry Danilov survit grâce à son potager et aux 200 € de retraite de sa mère invalide. On n'a pas de quoi acheter du pain et du sucre, mais on peut quand même acheter du sel. Les fruits et légumes du potager sont mis en conserve pour l'hiver. Des cornichons, des tomates, de la confiture. Moi, je crois qu'on vit exactement comme on vivait avant. D'année en année, c'est ni mieux, ni pire. Tout juste de quoi subsister, mais rien de superflu à mettre sur la table. Si on a envie de viande, c'est juste pour faire des brochettes, mais c'est très cher. Vous en faites une fois par semaine, une fois par mois? Une ou deux fois par an, c'est tout. Valéry Danilov doit payer pour les études de ses deux garçons. Aujourd'hui encore, il retourne à l'usine pour réclamer ses 2 mois de salaire impayés. Alors on le voit, 10 mois de salaire impayés et 12% de chômeurs l'année prochaine, on prévoit à peu près en Russie. Est-ce qu'on peut craindre des révoltes sociales? Alors évidemment, c'est une question qui se pose. On a vu des rassemblements dans des grandes villes, mais qui restent encore très minimes. Il y a une raison à cela, c'est que ce n'est pas la première crise que la Russie traverse. Les Russes se souviennent très bien de la crise de 98, par exemple, où la dévaluation du rouble avait été terrible et où les gens avaient perdu tout ce qu'ils avaient dans leur porte-monnaie, tout simplement. Aujourd'hui, ils voient que la Russie tient face à la crise, tient grâce aux réserves économiques qui ont été faites depuis 2000. Le gouvernement russe a grâce réussi, au prix du pétrole qui était mais non seulement, extrêmement haut. Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais en plus du prix du pétrole, des matières premières, du gaz, il s'est passé que le gouvernement russe a économisé. Il n'a pas dépensé et a constitué des réserves de liquidités, a refait les réserves d'or et a payé la dette russe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie se trouve dans une situation très forte face à la crise en réalité. Donc finalement, vous me dites que le bilan de Poutine est bon.
Et bien sur le plan économique, absolument, oui. Ouais, sans aucun conteste. Donc il n'y a pas de réforme à accomplir sur le plan économique. Il a réussi, Vladimir Poutine. Aujourd'hui, si la Russie n'est pas frappée plus fortement, c'est grâce à lui. Disons qu'il a assaini ce qu'on appelle les fondamentaux, tout simplement, en payant la dette, en rachetant de l'or, en reconstituant les réserves d'or et en reconstituant des réserves en devises qui sont les troisièmes au monde derrière la Chine et le Japon. Donc, il a rétabli, oui, cette situation. Après, il y a d'autres réformes à introduire, mais elles viennent. Et notamment, on sait que le Kremlin a beaucoup aidé les 10% les plus pauvres des Russes. Il a oublié un peu la classe moyenne. Oui, la classe moyenne qui s'est développée, qui est aujourd'hui à peu près, en 10 ans simplement, qui est arrivée à 25% de la population, ce qui est énorme comme progrès, si on veut bien l'admettre. Et oui, la classe moyenne ne se sent pas trop délaissée parce qu'elle joue sa partition. Et effectivement, ce sont les plus modestes dont les revenus minimums ont été doublés, en fait, avec la crise. Alors, il y en a qui vont mal, c'est les oligarques, les Abramovich, les Brzezinski, les Khodorkovsky, qui est le pauvre en Sibérie. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on lisait dans les magazines tous ces reportages sur les oligarques russes et leurs milliards. Et là, ça va pas, par contre, eux. Alors, pour eux, ça va très mal. Ça va très, très mal. Non seulement pour les grands que vous avez cités, mais pour d'autres, ce qu'on appelle les mini-oligarques. Qui se retrouvent évidemment dans une situation où ils ne sont plus en mesure de faire la loi et d'en imposer au Kremlin. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à présenter le Kremlin comme une machine de guerre très importante, mais face à des pressions économiques ici ou là, forcément on compose. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le président Medvedev, qui est un juriste, un docteur en droit, qui vient de l'école de Saint-Pétersbourg, l'une de ses premières réformes, c'est de remettre en place de s'attaquer à la corruption en réalité. Voilà sa première réforme. Et quand il a présenté ça en juin dernier à la Douma... En gros, il veut tuer les oligarques, soyons clairs. Il veut tuer les oligarques, mais si vous voulez, par exemple, là, il y a une crise. Ouais. Face à cette crise, si l'argent que l'État distribue passe dans la poche des oligarques, c'est impossible de régler la crise. Donc les plans anticorruption sont majeurs pour la Russie actuelle et la Russie de Medvedev. Ouais. Comment il la gère au niveau de la communication, la crise, que ce soit Medvedev, que ce soit Poutine? Est-ce que c'est omniprésent comme un Obama qui tous les jours fait une conférence de presse quasiment pour dire que ça va un peu mieux ou un peu moins bien? Non, pas du tout. Et même au départ, ils ont peiné à reconnaître que la crise arrivait. C'est vrai que la Russie a été touchée par la crise un peu après l'Europe occidentale. Pourquoi justement à cause du bon système bancaire et des réserves qui étaient les réserves russes. Nous avons parlé. Mais aujourd'hui, ils communiquent un petit peu dessus, mais ils n'ont pas envie d'en faire trop non plus. Quels sont les gros problèmes aujourd'hui économiquement en Russie? Quelles sont les grosses zones qu'il faut gérer? Évidemment, on l'a vu dans le reportage, c'est l'industrie. Il y a des pans entiers de l'industrie qui manquent d'investissement. Ça, c'est l'un des problèmes majeurs pour les Russes. Et il y a un problème aussi de formation des cadres. Il y a beaucoup de cadres à former pour remettre en marche toute une économie. Et les jeunes? Les jeunes sont une génération très précise dans ce qu'elle fait. Elle ne croit plus au conte de fées. Elle a connu, pour les moins jeunes d'entre eux, l'Union soviétique. Elle a connu 10 ans avec Yeltsin, un peu euphorique, mais en même temps très décevant. Les années Poutine et maintenant Medvedev. Donc elle attend de voir, mais elle travaille plus qu'elle ne pense à faire n'importe quoi. Elle est à la recherche de l'argent. C'est comme il y a quelques années où c'était l'argent facile en Russie, ou c'est plus rationalisé? Beaucoup moins, c'est beaucoup plus rationalisé. Oui. Le mirage, finalement, les paillettes occidentales se sont un peu dissipées. Et aujourd'hui, en un mot, quand on parle de la Russie au niveau économique, vous diriez quoi pour conclure? C'est l'Eldorado. Ça reste l'Eldorado aujourd'hui. S'il y a un chiffre à retenir, c'est entre 2008 et 2009, vous avez 61% d'augmentation de l'investissement direct étranger. Il faut aller investir là-bas alors. Merci beaucoup Antoine Colonna, merci d'avoir été avec nous ce soir. À suivre un nouveau JT, une nouvelle demi-heure d'économie, mais d'abord la météo.